Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Et ben voilà, une nouvelle émission de Parlons Patrimoine, la 17e cette année. Toujours au rendez-vous pour notre propre plaisir et on espère pour vous faire plaisir. Comme à l'accoutumée, je vais démarrer par un édito. On aura ensuite un point marché et après un focus sur un fond. De ce côté-là, rien ne change. Bonsoir. L'indépendance ou la non-dépendance sont devenus les maîtres mots de nos hommes politiques, également de nos femmes politiques d'ailleurs. Il aura fallu 2 chocs pour que le retour en grâce d'une forme d'autarcie se dessine face à une mondialisation qui était omniprésente. Le premier choc fut celui du Covid, où l'on comprit à nos dépens que si les Chinois arrêtaient de travailler, on manquerait de tout, et que c'était eux qui avaient les cartes en main en cas de manque. Certains de nos compatriotes l'ont payé de leur vie. Le second choc fut celui de l'invasion russe en Ukraine, où nous nous rendions compte que nous sommes extrêmement dépendants en matière d'énergie. Eux, nous ne nous rendons pas encore complètement compte qu'acheter notre gaz et notre pétrole ailleurs nous fera passer d'une dépendance à une autre, un peu comme un fumeur de cigarette qui passe au cigare. Alors, je me suis mis à rêver. Je vais vous raconter mon rêve et nous allons voir ensemble si cela n'était qu'un rêve ou si vous pensez qu'un jour, il pourrait devenir réalité. Dans mon rêve, Macron était réélu et il tenait son engagement de relancer le nucléaire, et même plus encore que ce qu'il avait prévu. Le gouvernement mit en place une politique extrêmement attractive pour la transition des moteurs thermiques en moteurs électriques et les lois contraignantes auprès des gens utilisant des chauffages à fioul et à gaz furent encore une fois renforcées. Et petit à petit, on vit des quantités de pétrole nécessaires diminuer. Les autres pays européens nous emboîtèrent le pas. Essayons de voir ensemble ce qui est possible ou pas possible. Alors, on va tout de suite commencer avec Philippe Douillet, qui travaille chez Sanso. Donc, Sanso, vous êtes un petit peu spécialisé sur l'ESG. C'est quelque chose auquel vous êtes extrêmement attentif. Tout à fait. Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet? Comment est-ce que vous apprenez ça? D'abord, juste pour un petit peu d'humour, mon rêve, comment vous le voyez? C'est un rêve, c'est quelque chose que vous avez rêvé ou vous pensez que quelque part on touche la réalité? Et après, peut-être un petit peu plus technique. C'est vrai que ce qui paraissait un rêve il y a encore quelques mois devient de plus en plus une urgence. On le voit avec le problème de la guerre en Ukraine qui exacerbe les tensions au niveau énergétique. Et on voit bien qu'il faut arriver à accélérer notre indépendance, en tout cas en Europe, au niveau énergétique. Et comme on n'a pas de ressources de toute façon pétrolières ou gazières, il va falloir quand même accélérer le processus de transition énergétique. Et donc, non, pour moi, c'est plus un rêve, c'est devenu une réelle nécessité. Et la prise de conscience ne fait que s'accélérer. Et je crois que le seul bénéfice, entre guillemets, de ce conflit en Ukraine, c'est peut-être qu'on va en effet investir plus massivement et arriver à des solutions peut-être plus rapidement que ce qu'on avait pu imaginer jusqu'alors. Alors, on reviendra vers vous, Philippe. Je me tourne maintenant vers Julien Pierre. Alors, je suis allé rechercher un peu quelques chiffres pour avoir un petit peu de matière. Donc, aujourd'hui, 43% de l'énergie consommée par les Français provient du pétrole et du gaz, et le nucléaire représente à peu près 40%. Donc, ça fait 83%. Il nous reste 17% de traits divers, dans lequel il y a les énergies renouvelables, il y a l'hydroélectrique et un peu d'hydrogène aussi, et beaucoup de choses. Donc, je vais vous poser la même question. D'abord, est-ce que mon rêve, vous pensez que c'est juste un rêve et que c'est beau de rêver? Est-ce que vous pensez qu'on se rapproche de la réalité et qu'un jour, ce ne sera plus un rêve? Et si on prend ce chiffre à peu près de 40% nucléaire, 40% fossile, est-ce qu'en construisant autant de centrales qu'on en a déjà, ça vous paraît techniquement possible et c'est quelque chose qui peut se mettre en place, même si ça va prendre 15 ou 20 ans? Alors, c'est des choses qui sont complexes et à faire. Aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on regarde la production d'électricité en France, elle est en très grande partie nucléaire. Ce qu'il y a, c'est que sur une bonne partie de la consommation
carburants fossiles, donc pétrole et gaz, ça répond à d'autres besoins. Enfin, le gaz répond beaucoup aux besoins de production d'électricité, mais aussi c'est un intrant dans un grand nombre d'activités, la production d'engrais par exemple, et ça on ne pourra pas le remplacer, les composants chimiques issus du gaz par de l'électricité. Donc, et enfin, il y a la question des transports, hein, c'est la plus grosse partie de l'utilisation du pétrole et des dérivés du pétrole. Et là, ça pose la question effectivement de l'électrification du parc automobile. C'est des choses qui vont mettre beaucoup de temps à se faire. Est-ce que, avec également beaucoup de questions induites, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous prenez le fameux chassé-croisé du mois d'août, vous avez, je ne sais pas, peut-être la moitié des voitures françaises qui vont faire le plein en l'espace d'une journée. Est-ce que on peut envisager de charger autant le parc automobile avec de l'électricité sur une si courte durée? La question reste ouverte. Alors, est-ce qu'après, ça peut amener aussi des changements dans l'organisation de nos sociétés? C'est des sujets extrêmement complexes sur lesquels on mettra de très nombreuses années à trouver des solutions. J'ai envie de vous poser une question comme ça, allez, presque sous forme d'un pari. Aujourd'hui, on est 40% nucléaire, à peu près, hein, 40% nucléaire, 40% énergie fossile, donc gaz et pétrole. Si je vous dis dans 20 ans, on est 80% nucléaire et 20% énergie fossile, ça vous paraît juste, ça vous paraît peut-être, mais sans plus, ou ça vous paraît quelque chose de réalisable? Alors, je suis pas expert, donc je peux pas dire, mais surtout, en fait, ce qu'on va voir aussi, c'est la part des énergies non renouvelables augmenter. Donc, sans doute qu'on sera, les 40% d'énergie fossile ne basculeront pas totalement dans du nucléaire et qu'on aura une part croissante d'énergie renouvelable dans le mix et avec aussi la question. Alors là, on réfléchit encore à plus long terme, hein, quid de la fusion nucléaire comme substitut aux moyens actuels de production d'électricité? Alors ça, c'est un vaste sujet. Ça, c'est vraiment un vaste sujet. Alors, pour reprendre un des propos de Julien Pierre qui disait qu'on n'est pas un spécialiste, on n'est bien entendu aucun d'entre nous ici un spécialiste, et c'est ce qui fait un petit peu la qualité, j'ai envie de dire, de ce débat, où on essaie juste de raisonner par rapport, comme nos auditeurs, à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend, de voir qui dit des choses intéressantes, qui dit n'importe quoi. D'ailleurs, il y a Charles-Emmanuel Berthoud qui nous a rejoint, qui parlera tout à l'heure. On va lui poser une question. Lui non plus, ce n'est pas un spécialiste, mais un autre chiffre que j'ai repéré, c'est il faut environ 650 éoliennes pour remplacer la production électrique d'une centrale nucléaire. Alors, il y avait d'abord un chiffre qui avait été lancé de 7000 éoliennes, puis ensuite, il a été corrigé de manière plus sérieuse en disant que 650 éoliennes d'une puissance de 2,3 MW remplaçaient la production électrique d'une centrale nucléaire. Il citait quelle centrale? Donc, c'était une centrale de taille moyenne, je crois. Et voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose quant au développement de l'éolien? Puisque si on commence à le massifier, on va avoir. Est-ce qu'on pourrait accepter d'avoir autant d'éoliennes dans le paysage français? Ça, sur mon sujet, je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis vraiment pas expert sur le sujet énergétique. Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous accepteriez de voir autant d'éoliennes ou est-ce que vous iriez voir votre maire, votre député ou le conseiller régional en lui disant « Écoute, mon gars, ça suffit ». Après, il y a d'autres solutions que l'éolien. C'est vrai que l'éolien aujourd'hui est quand même pas mal développé. On les voit dans les villes se développer de plus en plus. Moi, par exemple, je suis originaire de Roanne et je sais que dans cette région, il y a énormément de parcs éoliens qui se sont développés. Après, voilà, il y a le pour, il y a le contre sur cette activité-là et notamment sur le paysage qui est un petit peu dégradé lorsqu'on voit fleurir des parcs éoliens un petit peu partout. Voilà. Alors, on va passer à Julien. Donc, Julien Méliakiewicz, je ne vous le présente plus, vous avez tous l'habitude de l'entendre. Alors, Julien, point de vue personnel, point de vue peut-être franco-luxembourgeois, et après, point de vue du juriste. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Disons que sur l'éolien, juste pour rebondir sur l'éolien, c'est pas comme si on avait quand même des paysages moches en France, quoi. Comme vous l'avez dit, nous on est localisé au Luxembourg et moi j'habite à Luxembourg, donc la frontière allemande c'est tout à côté. Donc je vais régulièrement en Allemagne à titre personnel et effectivement les Allemands sont anti-nucléaires, on le sait, depuis des années et ils ont développé l'éolien. Quand vous en discutez avec des connaissances qui vivent en Allemagne, ils vous disent déjà d'une part, effectivement, oui, l'antinucléaire, c'était très bien, mais aujourd'hui, quand même, ça leur coûte très cher. On voit bien quand même l'ultra-dépendance et la naïveté qu'ils ont pu développer à l'endroit de la Russie, qui leur pose quand même un certain nombre de graves difficultés aujourd'hui, et entre autres, une position politique qui est parfois un petit peu ambiguë. Et puis, d'un point de vue personnel, d'un point de vue paysage, effectivement, de l'autre côté de la frontière luxembourgeoise, donc à quelques minutes d'ici, vous avez énormément de parcs éoliens. Au niveau de l'efficacité énergétique, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, au niveau du paysage, je peux vous assurer que ça ne rend pas le paysage particulièrement joli et particulièrement attractif. Alors ensuite, le paysage d'Allemagne, je me permets une remarque subjective et personnelle, est peut-être quand même moins beau que certains de nos beaux paysages de France. Ok, alors, un autre point, au début de son quinquennat, Macron s'était engagé à doubler la capacité des énergies éoliennes. À son arrivée au pouvoir en 2017, elle s'établissait à 12,3 gigawatts et on est maintenant à 18,5 gigawatts. Donc, on est très, très loin du fait de l'avoir doublé, alors que c'était une promesse, c'est aussi une volonté politique et qu'il y a aussi plutôt un courant favorable. D'un autre côté, sur le nucléaire, on a aujourd'hui 56 réacteurs qui sont répartis sur 18 sites. Et comme on a vu que le nucléaire représentait 40% de la production, on voit à quel rythme il faut les augmenter. Donc, il y a une promesse ou un projet de campagne, puisque là, on ne peut pas tellement parler de promesse, c'est d'en créer 7 autres, mais en même temps, il va falloir réparer et maintenir tous ceux qu'on a. Il y en a certains qui auraient dû être fermés. On voit que ce n'est pas aussi simple avec l'EPR de Flamanville, où je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 17 ans de retard pour l'instant et que ce n'est pas encore plié. Donc, d'un autre côté, si le nucléaire est une énergie propre, en tout cas propre parce qu'il n'y a pas d'émission de CO2, est une énergie qu'on maîtrise puisqu'on la produit chez nous. Donc là, au niveau de l'indépendance, c'est parfait. Est-ce que c'est réaliste de vouloir en construire autant? Est-ce qu'on a vraiment les moyens? Et je ne parle pas des moyens financiers, mais plutôt des capacités techniques à le faire. Philippe, on revient vers vous pour cette question. Oui, alors c'est vrai que notre capacité à mettre en place de nouvelles centrales nucléaires a été un peu remise en question avec les mauvaises expériences qu'on a eues sur les EPR. Il semble quand même que l'on ait une filière qui est en train de se reconsolider. On a encore aussi des ingénieurs qui ont fait partie de l'aventure nucléaire d'après-guerre, enfin, qui sont arrivés bien sûr parmi les derniers, mais on a encore ce savoir-faire et apparemment on est en train de développer des techniques un petit peu plus performantes sur les nouvelles générations d'EPR. Donc on a en effet, je pense, gardé un certain savoir-faire. Il faut le remettre à niveau, très certainement. Est-ce qu'on a la capacité de tenir le rythme? C'est une question. Il faut savoir d'abord aussi, est-ce qu'on a la capacité de maintenir le parc actuel qui est très vieillissant? Est-ce qu'on va pouvoir le prolonger suffisamment pour justement ne pas diminuer notre production? On voit cette année, par exemple, qu'on a quand même pratiquement 20% de notre parc qui est en réfection et l'année prochaine, ce sera pareil. Donc c'est vrai qu'il est urgent d'investir si on veut garder cette indépendance énergétique et garder un bon mix énergétique tout en s'orientant vers une décarbonisation de notre économie.
Donc, oui, je pense qu'on a gardé une capacité et il est urgent de la renforcer très certainement. Alors, avant qu'on passe à notre point marché, quelqu'un veut rebondir, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet? Est-ce qu'on a le choix en réalité, Bernard? Est-ce qu'on a le choix? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence déjà d'une part climatique, hein. On ne reviendra pas sur les derniers rapports du GIEC, mais je pense qu'il faut rentrer dans une économie décarbonisée, d'une part. Et puis, ben, effectivement, depuis 1 mois et demi, cette dépendance énergétique à l'endroit de la Russie, mais pas que de la Russie, hein, d'autres pays qui ne sont pas forcément beaucoup plus fréquentables, fait qu'on doit, ben, on doit récupérer cette dépendance énergétique, ce qui sera bon pour le climat, pour la planète, et puis, ben, on l'espère, pour notre économie et notre souveraineté nationale. Alors, pendant longtemps, on avait parlé de technologie de captation du CO2 avec des algues, avec des enfouissements, avec des choses comme ça. Là, on n'entend plus trop, c'est plus trop à la mode, plus personne n'en parle. Donc, je ne sais pas trop si c'est parce que technologiquement, on n'arrive pas à mettre des choses fiables en place ou si c'est juste une piste qui a été plutôt arrêtée politiquement. Quelqu'un a un avis là-dessus ou quelqu'un a lu quelque chose, quelqu'un a une synthèse? Pas vraiment d'avis particulier sur ce. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Il y a une piste quand même qui semble se développer très fortement, c'est l'hydrogène. C'est vrai que là, il y a quand même des investissements massifs qui sont faits sur l'hydrogène, en particulier en France. Donc, c'est sans doute une piste d'avenir, mais c'est pas encore aujourd'hui, c'est apparemment pas rentable et ça peut pas s'appliquer en tout cas une consommation personnelle. Donc, mais c'est vrai que tout ce qui est biomasse, énergie alternative que vous citiez, on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie filière qui se mette en place. Très bien, Philippe. Eh ben, on va vous laisser la parole. C'est maintenant l'heure de votre point marché. Donc, c'est à vous et on réengagera un débat une fois que vous nous aurez éclairé sur cette semaine de marché financier. Écoutez, je ne vais pas vous surprendre sur les marchés. Je vais axer mon propos surtout sur les taux d'intérêt, puisqu'on est dans une semaine de BCE, donc qui va nous annoncer, nous donner plus de précisions sur la poursuite de sa politique monétaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure sur les marchés financiers, ça reste l'inflation et la trajectoire des taux d'intérêt. On avait, avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un contexte inflationniste qui était déjà bien installé. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a exacerbé ce phénomène. Et aujourd'hui, on voit aussi que les problèmes sanitaires qui s'installent de plus en plus en Chine, Chine qui ferme non seulement Shanghai, mais différentes grosses villes industrielles, va, avec sa politique zéro Covid, augmenter les pénuries et sans doute ajouter une pression supplémentaire sur les prix. Donc, on a un choc sur les prix qui s'est matérialisé sur les dernières publications qu'on a eues cette semaine d'inflation, hein. On arrive à des niveaux historiques pour le mois de mars. Une inflation qui tourne autour de 8,5 aux États-Unis, 7,5 en zone euro, et hier on a eu 7% pour le Royaume-Uni et 9,8% en Espagne. Donc on arrive à des chiffres quasi historiques. Et le débat donc maintenant est de savoir si on a atteint au mois de mars un pic ou si on est encore dans un développement d'inflation qui peut se poursuivre à des niveaux aussi forts que ceux qui ont été annoncés au mois de mars. Alors c'est vrai que on a combiné beaucoup de facteurs négatifs. Et la pression maintenant s'est portée sur les taux d'intérêt, hein. On a vu des mouvements de taux impressionnants au mois de mars qui se sont poursuivis cette première partie du mois d'avril. Donc on a vu par exemple les taux français, l'État français, les taux d'État français à 2 ans passer depuis le début de l'année de moins 0,70 à plus 0,10.
le 10 ans passé de plus 0,20 à plus 1,28, donc plus d'1% de hausse des taux sur le 10 ans, sur le 5 ans, et ça c'est vrai en France, mais c'est vrai en Allemagne aussi, c'est vrai aux États-Unis bien évidemment. Et donc les banques centrales vont devoir agir. Alors c'est vrai que la Fed d'abord, parce qu'elle a un temps d'avance sur la BCE, il semble maintenant acquis que la Fédérale Réserve va monter ses taux de 50 centimes à la prochaine réunion pour atteindre 1%. La BCE doit parler là, très, très rapidement. Donc, on aura des précisions sur, en effet, certainement sur la fin du programme d'achat d'actifs. Je ne pense pas qu'il s'engage sur le timing de remontée des taux, mais c'est important parce que ça a un impact très, très fort, puisque la Fed va très certainement agir rapidement. La BCE se doit de faire quelque chose parce que ça a un impact sur la parité de change. La parité de change, avec la faiblesse de l'euro, l'euro qui a été hier était à 1,08 et remonté un peu à 1,09 aujourd'hui. Donc cette faiblesse de l'euro par rapport au dollar renforce le caractère inflationniste de nos importations. Donc on a, et en particulier énergétique. Donc, on a un enjeu de politique monétaire très fort aujourd'hui, et c'est vrai que cette trajectoire d'inflation et des taux aujourd'hui conditionne tous les marchés financiers, que ce soit les marchés obligataires ou les marchés actions. Et le problème aussi qui se pose aujourd'hui, beaucoup d'économistes se demandent s'il n'y a pas un risque d'erreur de politique monétaire qui nous amènerait d'ici la fin de l'année ou courant 2023 à une récession. Et donc, ça casserait la croissance avec bien sûr tous les impacts que ça aurait sur les marchés, à la fois obligataires et actions. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché anticipe une hausse des taux directeurs par la Fed de 250 points encore supplémentaires aux 25 qu'il y a déjà eu, donc 250 points de base supplémentaires d'ici la fin de l'année. Si on rajoute l'impact indirect de la réduction de bilan qu'on peut estimer à 50 points de base, ça nous fait encore 300 points de base sur l'année, avec les 25, 325 même, et ça peut sembler quand même important, avec un risque fort de casser la croissance. Alors là, je vais juste vous interrompre, et juste pour nos auditeurs, parce que là, ça devient un petit peu technique, si vous pouvez revenir et expliquer qu'est-ce que c'est les points de base, comment Oui, excusez-moi, c'est vrai qu'on s'emporte dans un langage un peu technique. Et en fait, un point de base, en fait, c'est juste 1%. Quand je dis 250 points de base, par exemple, c'est 2,50% de taux. Ça veut dire que les taux vont monter. On est aujourd'hui à 0,50%. Les taux directeurs, les Fed Funds sont à 0,50%. On a monté de 0,25 à 0,50 depuis le début de l'année. Et en fait, on attend donc plus 2,5% sur ces taux directeurs. Donc, le point de base, c'est simplement l'unité, je vais dire, de pourcentage qu'il faut traduire. Et alors, donc, si vous pouviez expliquer par quel phénomène on va aussi avoir 50%, 0,50, donc 50 points de base d'augmentation du fait d'une politique monétaire. Alors, les 50 points de base supplémentaires de réduction de bilan, c'est que la Fed s'est engagée à limiter ses achats sur les marchés obligataires et donc va réduire la taille de son bilan. Et c'est vrai qu'elle va réduire donc la liquidité qu'elle apporte dans le marché. Donc, cette réduction de liquidité va avoir un impact similaire à une hausse des taux de 0,50%. C'est une estimation, hein, ce n'est pas une valeur forcément totalement exacte, mais disons que c'est une estimation qui est reprise par beaucoup d'économistes, on va dire. Donc c'est vrai que cette anticipation de la Fed est quand même cette anticipation par les marchés de remontée des taux de la Fed nous semble peut-être un peu exagérée aujourd'hui.
Et on peut se demander d'ailleurs si on va pas avoir une pause, et si aussi, pourquoi pas, ça présente des opportunités de rentrer sur certains marchés. Pourquoi pas. On a, depuis le début de l'année, eu des mouvements assez sévères sur un certain nombre de marchés. Si on prend le marché obligataire, qui est mon marché de prédilection, mais si on prend juste le marché obligataire européen, on a eu bien sûr cette hausse des taux que je mentionnais, d'à peu près 1% pour l'instant, plus des hausses aussi sur les marges de crédit, ce qu'on appelle des spreads de crédit. À peu près, si on prend un indice de rating moyen qu'on appelle crossover, donc ça c'est du jargon aussi, mais c'est des signatures triple B, double B, qui représentent en fait le moins bon de l'investment grade, donc des marchés j'allais dire, de bonne qualité obligataire, et le moins bon du haut rendement qui est considéré comme un petit peu beaucoup plus risqué. Donc, on a eu un écartement des marges de crédit de 125 points de base, donc 1,25%. Donc, on a aujourd'hui des opportunités. Je pense qu'il faut, compte tenu de l'incertitude qui est là sur justement cette trajectoire des taux et des anticipations qui en sont faites par le marché, il faut sans doute pas se projeter dans des durations très longues, mais sur des maturités assez courtes. On a aujourd'hui des rendements assez intéressants. Donc, par exemple, on a sur des portefeuilles de haut rendement, sur des signatures double B, on peut avoir sur des maturités de 2 ans et demi, au-delà de 4% de rendement. Donc, ça devient peut-être des opportunités, même si on a ce contexte de hausse des taux qui risque de se poursuivre. On a eu aussi, depuis le début de l'année, quand même des reculs d'indices boursiers. On a vu la bourse européenne, si on prend l'Eurostoxx, a lâché, abandonné à peu près un peu plus de 10%. On a un recul un peu moindre sur le S&P parce qu'il est moins touché, moins directement touché par l'Ukraine. Mais on a aussi un certain nombre d'opportunités qui peuvent se présenter aussi sur ces marchés, même si l'incertitude reste forte. On voit qu'on a bien sûr beaucoup de risques, on les a nommés, les risques géopolitiques, les risques sanitaires avec la Chine, le Covid, etc., le risque de politique monétaire. Alors, politique monétaire, ça veut dire, est-ce que les banques centrales ne vont pas monter trop leur taux d'intérêt et casser la croissance et donc peser sur le résultat des entreprises? Mais aujourd'hui, on peut remarquer quand même que finalement, ces marchés, malgré les baisses enregistrées des indices, les marchés boursiers sont assez résilients. On a des chiffres d'affaires qui restent forts. On commence à avoir là, les résultats du premier trimestre 2022. On voit, on a eu LVMH hier, Hermès aujourd'hui. On voit que les chiffres d'affaires, les résultats… Je vais en profiter sur rebondir. LVMH, c'est vrai que les résultats étaient bons. L'action, elle n'a pas monté parce que l'avenir n'est pas si rose que ça, ou en tout cas, il n'a pas été décrit comme si rose que ça. C'est bien le souci, en effet, c'est d'aller se projeter dans ce contexte d'incertitude. Et surtout, alors, ce que je vais faire, Philippe, c'est que là on commence à prendre beaucoup de retard si on va avoir le temps d'un petit peu débattre. Je vais juste revenir sur un point où je pense que c'est important d'expliquer et d'essayer d'expliquer de manière très simple. Vous avez parlé de l'OAT. Donc, l'OAT, on a parlé du 10 ans français et du 2 ans français. Vous avez expliqué que les taux avaient beaucoup monté. Est-ce que vous pouvez, en 1 minute ou 2 minutes, expliquer le mécanisme qui fait que les taux montent ou les taux ne montent pas? C'est-à-dire d'expliquer que voilà, le taux reflète le taux d'intérêt à laquelle l'État français emprunte et pourquoi ça va monter, pourquoi ça ne va pas monter, qui décide ça, qui achète, et voilà. Et après, on démarre sur notre débat, qu'on ait au moins 10 minutes pour le débat. Tout à fait. Alors, en fait,
la trajectoire, je vais dire, que prennent les marchés de taux est en principe soumis à l'offre et la demande. On a vu que les marchés obligataires ont été un petit peu pervertis, entre guillemets, par l'action des banquiers centraux qui ont racheté massivement toutes les émissions, et en particulier les émissions des États européens par la BCE. Et donc, la BCE, par ses rachats, a maintenu les taux 10 ans français et européens à des niveaux sans doute un peu plus bas qu'ils n'auraient été si on avait eu simplement ce principe de l'offre et la demande. En principe, jusqu'à cette politique d'achat massif des banquiers centraux, qui est tout à fait récente en fait, c'est vrai que les taux étaient déterminés simplement par l'offre et la demande et par les anticipations à la fois d'inflation, les anticipations aussi de remontée aussi des taux courts, et en fait donc c'était une structure de courbe qui était déterminée par le marché en fonction du cycle économique dans lequel on se trouvait. Aujourd'hui, on ne peut plus trop se référer à ça, puisque c'est vrai que ces courbes de taux ont été un petit peu tordues par l'intervention des banquiers centraux. Mais globalement, on voit bien là en ce moment, cette hausse des taux, elle s'est matérialisée parce qu'il y a des anticipations d'inflation plus fortes et parce qu'il y a des anticipations de remontée des taux directeurs. Ok, allez, je vous arrête. Alors, on va voir. Là, c'est bien, parce que tous les gens qu'on a sur ce plateau, avec des prismes différents et avec des visions différentes, sont impactés par les taux. Donc, on va commencer par Julien Pierre. Donc, Julien Pierre, vous, dans la gestion diversifiée, bien sûr que les taux sont un enjeu. Alors, essayez de nous décrire un petit peu les choses, comment vous vivez ça au quotidien, sans peut-être trop empiéter sur la présentation que vous ferez tout à l'heure. Vous en pensez quoi de ces taux? Vous voyez les choses comment? Comment est-ce que vous appréhendez ça? Est-ce que c'est une vraie crainte pour vous? Pas plus que ça? Je vous écoute. Alors, nous, on a ajusté nos portefeuilles, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, en prenant des positions pour justement protéger les parties obligataires des portefeuilles contre la remontée des taux, et même pour certains portefeuilles en bénéficier à l'aide d'instruments dérivés qu'on appelle des futurs, qui sont des choses assez simples, mais qui permettent de se protéger également contre la remontée des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on pense que le mouvement va sans doute se poursuivre. Aujourd'hui, on a des investisseurs un consensus de marché qui est que aux États-Unis, les taux vont remonter vers autour de 3% et on devrait s'arrêter à peu près à ces niveaux-là. La réalité est qu'en fait, on ne sait pas à quel niveau de taux on va arriver. Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? D'abord parce que on a une dynamique inflationniste qui est très très forte. Et donc, on ne sait pas où la Réserve fédérale devra aller pour vraiment ralentir l'activité économique suffisamment pour réduire ces pressions inflationnistes. Quel est le niveau de taux que l'économie américaine peut absorber avant de présenter des signes d'affaiblissement? Là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce niveau. Si vous regardez des choses comme la charge d'intérêt payée par les ménages ou par les entreprises, on est sur des niveaux historiquement bas. Donc potentiellement, on pourrait avoir des taux qui surprennent à la hausse, et on a positionné nos portefeuilles en ligne avec ce scénario. Très bien. Alors, on va passer maintenant à Charles-Emmanuel Berthoud. Là, j'ai une question bien précise. Donc, vous, ce que vous proposez, c'est du crédit, enfin des obligations à vos clients. Et dans ces obligations, ce sont des taux d'intérêt très, très intéressants qui sont allés entre 9 et 11 pour la plupart. Et vous avez commencé ça il y a quelques années quand les taux étaient à 0, voire même les taux négatifs. Est-ce que ce mouvement de hausse des taux est un mouvement qui va aussi s'accompagner chez vous, ou alors est-ce que pour l'instant, il n'est pas assez fort pour que vous puissiez pour qu'on vous demande un peu plus et que vous puissiez vous permettre de demander à vos emprunteurs un peu plus? Mais de toute façon, quelle est la réflexion dans votre société, donc chez Club Funding, sur ce sujet? Sur la hausse des taux.
Alors, sur la hausse des taux, c'est vrai, on le voit, nous les taux, comme Bernard, tu l'as dit, ils sont compris entre 9 et 11%. Ils n'ont pas forcément, même avec l'augmentation des taux d'intérêt, pas vocation à augmenter. Pourquoi ? Il y a plusieurs choses. C'est que notre produit aujourd'hui, c'est un produit qui est assez récent. C'est pour ça que les taux d'intérêt initialement étaient élevés. Aujourd'hui, le produit il a fait ses preuves, puisqu'on a, je parle sur le marché, mais énormément de projets qui ont remboursé. Il y a eu très, très peu de défauts et aucun d'ailleurs chez Club Funding, qui fait que les taux auxquels on finance ces promoteurs et ces marchands de biens, j'y reviendrai, nous on finance que des promoteurs et marchands de biens dans l'immobilier, sont déjà assez élevés par rapport au risque du sous-jacent qui est pris. Donc, il n'y a pas forcément… Ok, on va pas trop trahir notre passage tout à l'heure où on va bien expliquer le métier. Donc, ça veut dire que dans l'état actuel des choses, la hausse des taux, elle ne vous paraît pas suffisamment forte pour que vous alliez demander une majoration des taux à vos prêteurs. En effet, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, chez vous, on a des grands taux et on n'a pas à faire. On va retourner chez Julien, donc, qui représente la compagnie d'assurance Willings. Alors, vous, du fait de la baisse des taux chez Willings, à un moment, vous avez pris la décision d'arrêter le fonds euro parce qu'il n'y avait plus de papier, parce que vous ne saviez plus comment donner. Est-ce qu'il y a déjà un sujet de réflexion où vous vous dites, si on arrive à des taux à 3%, on pourrait éventuellement refaire des fonds ou recréer ce type de fonds ou avoir des espèces de fonds bloqués, enfin, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, et déjà, comment vous appréhendez dans la compagnie d'assurance le sujet de la hausse des taux et quelles sont les réflexions que vous menez? Vous avez raison, Bernard. Nous, effectivement, par rapport à des confrères français qui ont leur fameux support euro, nous, on travaille exclusivement en UCITS, on travaille exclusivement en unité de compte, donc sur les marchés financiers. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas impacté directement, nous, en tant que compagnie, on n'a pas notre support obligataire qui, bien évidemment, peut être affecté par l'augmentation des taux. Ensuite, vous dire si aujourd'hui, on se repositionnerait sur un support euro, un petit peu à l'image, ou euro renforcé, le terme exact m'échappe, comme l'ont développé certaines compagnies d'assurance en France depuis certaines années, à savoir servir un taux de rendement un peu meilleur, mais en bloquant le capital sur 4-5 ans et en ayant une signature, une sécurité derrière. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Je ne pense pas que ce soit notre business model. On n'a pas véritablement aujourd'hui de demande de la part de nos clients sur ce sujet, parce que quand bien même les marchés financiers, après un premier trimestre 2022, sont pas terribles, on aurait peut-être quand même signé pour à peine ces performances négatives quand on sait ce qui se passe depuis un mois et demi. On aurait parfaitement pu avoir des marchés financiers, des marchés actions qui font moins 25, moins 30. Donc c'est vrai que moi je sens des clients, parce que ce qui nous donne le lead, nous, ce sera quand même nos clients et les attentes de nos clients, que ce soit des institutionnels ou des clients privés. Aujourd'hui, je les sens un petit peu attentistes. C'est vrai qu'ils sont exposés encore beaucoup sur les marchés actions et qu'il y a un cocktail d'incertitudes que les marchés actions n'aiment pas. Ensuite, pour le moment, on n'a pas vraiment eu de demande de la part de nos clients privés ou institutionnels sur des produits de taux qui pourraient nous conduire à une réflexion ou à accélérer le processus pour développer, pour réouvrir en quelque sorte ce support euro. Ensuite, effectivement, on est fermé à rien, d'une part. Et puis d'autre part, comme je vous le disais, c'est vraiment nos clients et les attentes de nos clients qui vont donner le lead. C'est vrai que si les taux remontent et que c'est une attente et que c'est un besoin, et c'est ce que veulent nos clients, et on n'est pas à l'abri aussi de marchés financiers, de marchés actions qui soient dans des situations beaucoup plus difficiles, là, je pense qu'on se poserait la question de réouvrir ce fameux support obligataire. Très bien. Eh ben, on a fait un petit peu le tour sur ces taux, cette inflation qui est un sujet un peu récurrent. Ce n'est pas la première fois qu'on le traite. On l'a vu d'une manière un peu plus technique, un peu plus différente. J'espère que vous avez tous pu bien comprendre et bien suivre. De toute façon, si tel n'était pas le cas, vous pourrez réécouter dans le podcast. On va maintenant venir autour de Julien Pierre de Lazare Frères Gestion, qui va nous parler de la gestion diversifiée chez Lazare Frères et ensuite nous présenter un fonds qui s'appelle Lazare Patrimoine, qui est un fonds que nous, à titre au cabinet, nous distribuons beaucoup. On a beaucoup de nos clients qui en ont une partie de leur allocation. C'est un fonds qu'on apprécie pour ses résultats, pour sa régularité.
pour sa technicité. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous présenter Julien Pierre et de vous présenter ce fonds. Julien Pierre, c'est à vous maintenant. D'abord, merci pour ces gentils mots. La gestion diversifiée chez Lazard Gestion, c'est un peu plus de 3 milliards d'actifs sous gestion. On a des fonds ouverts, effectivement, comme Lazard Patrimoine. On a également des fonds dédiés pour de grands clients institutionnels, type caisse de retraite, mutuelle. Et on a aussi une activité en croissance de fonds de gestion sous mandat pour accompagner des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de se connaître un peu plus notre philosophie sous-jacente à notre gestion diversifiée. On a la conviction que ce qui se passe sur les marchés financiers n'est pas totalement déconnecté de ce qui se passe dans la réalité et que donc, si on arrive à avoir une bonne analyse de ce qui se passe dans l'économie, à avoir une bonne vision des niveaux de valorisation des différentes classes d'actifs, eh bien, on peut vraiment enrichir la performance d'un portefeuille en faisant ce qu'on appelle de l'allocation tactique, c'est-à-dire qu'on va modifier la composition de ce portefeuille pour essayer de l'adapter à chaque moment au mieux au contexte de marché. Et ça, on pouvait le faire dans le passé de manière relativement simple. Lorsque vous aviez des obligations d'État qui vous rapportaient du 4%, il suffisait d'avoir un gros portefeuille d'obligations d'État avec un peu d'actions pour dynamiser tout ça et vous arriviez à une performance qui était tout à fait satisfaisante. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est vraiment de multiplier les leviers de performance, les marges de manœuvre et d'utiliser au maximum ces marges de manœuvre. Donc ça, c'est pour vraiment la philosophie de gestion. Si on parle plus en détail de Lazard Patrimoine SRI, donc c'est un fonds d'abord qui a le label ISR puisqu'on applique un process de gestion qui se joue au niveau de la sélection des titres, qui va chercher à valoriser les émetteurs les plus qualitatifs. C'est un fonds qui a un positionnement assez patrimonial, assez patrimonial prudent, je dirais même, puisqu'on a une poche action qui va évoluer entre 0 et 40%, c'est ce qu'on retrouve souvent sur cette catégorie de fonds. On va avoir une poche action qui va être potentiellement internationale, donc on va avoir ce levier de performance en plus, possibilité d'aller sur d'autres marchés que les marchés actions européens. Et sur la poche obligataire, donc on va avoir évidemment toute une catégorie de différents risques de crédit, allant des obligations d'État aux obligations à haut rendement, donc les émetteurs les plus risqués. Et surtout, on a une fourchette de sensibilité au taux d'intérêt qui va de -5 à +10. En fait, ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette capacité. La sensibilité mesure la proportion de variation du prix de votre portefeuille en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Je vais faire très simple. Si vous avez une sensibilité de 10, ça veut dire que lorsque les taux d'intérêt baissent de 1%, votre portefeuille va s'apprécier de 10%. Inversement, si les taux remontent de 1%, votre sensibilité et votre portefeuille va s'apprécier, va diminuer de 10%. Et donc, nous, justement, dans ce portefeuille et dans d'autres portefeuilles que nous gérons, nous avons la possibilité d'aller en sensibilité négative. Ça veut dire que lorsque les taux d'intérêt vont remonter, eh bien, le portefeuille va bénéficier de cette remontée des taux. Et donc, on utilise tous ces leviers et on va, en fonction de notre analyse de la conjoncture économique, essayer de les positionner de la manière qui est pour nous la plus à même de générer de la performance dans chaque contexte. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là ou si vous voulez que je donne un peu plus d'éléments. Alors, on va peut-être un petit peu reprendre les choses pour essayer de simplifier. Donc, déjà, ce qu'on appelle une gestion diversifiée, c'est à l'intérieur d'un même fonds où vous prenez plusieurs catégories d'actifs. Donc, vous prenez des actions, vous prenez des obligations,
vous avez aussi droit aux instruments financiers divers et variés. Et ce sont ces instruments financiers qui vous permettent de jouer sur la sensibilité. Voilà. Donc, ça peut être des puts, des calls, enfin des choses comme ça. Disons, la catégorie des produits dérivés. Alors, la première question que j'ai, c'est que quand on va vers un fonds diversifié, c'est qu'on veut rechercher une forme de sécurité. Par définition, ces produits dérivés augmentent le risque, puisque vous l'avez bien expliqué, vous avez dit, quand on a une sensibilité de 10, ça veut dire que s'il y a un mouvement de taux de 1%, on perd 10% ou on gagne 10%. Donc, sur un fonds qui a vocation à faire, vous m'arrêtez si je me trompe, mais Lazare Patrimoine a vocation à faire entre 4 et 8 par an. Oui, plutôt autour de 4%. Voilà. Donc, quand ça se passe très, très bien, 8, quand ça se passe normalement, 4%, et quand ça se passe très, très mal, moins 4 ou moins 5. Alors, on a eu des drawdowns plus importants, mais on a rapidement su rattraper ces performances. Pour vous donner un ordre de grandeur sur les 5 dernières années, le fonds affiche une performance annualisée de 3,6%, avec un contexte assez chahuté. Et sur les 3 dernières années, on est à 4,6%. Donc, on vise autour de 4%. Mais je trouve la période là, depuis le début de l'année illustre assez bien ce qu'on essaie de faire. Vous avez un contexte de remontée des taux d'intérêt et de marché actions chahutés. Les marchés européens en actions sont en baisse d'à peu près 10%. Ce qui est plus surprenant, c'est que les marchés obligataires sont aussi en baisse de 7,1%, parce qu'on a des taux d'intérêt qui remontent. Et sur le fond, on arrive à avoir une performance légèrement positive, donc avoir protégé nos porteurs contre ces mouvements de marché. Pourquoi? Parce que justement, on a cette sensibilité négative qu'on fait d'avoir joué sur les taux américains, parce qu'on pense que les taux américains ont davantage de vocation à remonter. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça représente une part importante de vos profits, donc de la performance du fonds, ces paris sur la sensibilité? Oui, tout à fait, parce que notre fonds, vous l'avez dit, ce sont des actions et des obligations. Et donc, le portefeuille obligataire en tant que tel subit aussi, alors on l'a ajusté aussi, on a réduit un petit peu la sensibilité, on a réduit le risque de crédit de ce portefeuille, mais en sous-jacent, il subit aussi la remontée des taux. C'est la possibilité justement d'avoir ces positions en dérivé sur les taux d'intérêt qui nous permet justement de compenser ce qui se passe au niveau du portefeuille et de générer de la performance. Au niveau de la poche action aussi, on conserve une exposition aux actions, mais qu'on a beaucoup réduite parce qu'on est plus prudent dans le contexte actuel. Aujourd'hui, on a 13% d'actions. On en avait 20 au début de l'année et on en avait plus de 30% fin août 2020. Mais donc, on conserve une exposition action. Donc, on devrait baisser un petit peu. Mais cette capacité justement d'avoir des positions sur les taux d'intérêt a grandement aidé le fonds à préserver sa performance par rapport au début de l'année. D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, vous avez globalement trois catégories. Vous avez les actions, vous avez les obligations et vous avez les produits dérivés qui vous aident à piloter ça et voilà. à aller profiter des mouvements de marché, que ce soit d'ailleurs sur les actions ou sur les obligations. Vous travaillez aussi des produits dérivés sur les actions? Exactement. En fait, sur les actions, on a un portefeuille actions qui est géré par François Roudet, qui fait partie de l'équipe de gestion action de Lazare Frères Gestion. On discute avec lui de l'allocation géographique qu'on veut, parce que cette allocation géographique, elle dépend un petit peu de notre vue macroéconomique et de marché. Et lui va sélectionner les meilleurs vecteurs compte tenu de ce qu'on lui dit, compte tenu de son expérience d'analyste gestionnaire et de tous ses collègues analystes gestionnaires sur les marchés européens et américains, et aussi en mettant en œuvre cette gestion ISR.
Et côté obligataire, c'est pareil, on confie à nos collègues Benjamin Leroux et Camille Chu de la gestion taux le choix de la décision, enfin plutôt la construction du portefeuille. Nous, on dit, voilà, on veut tel niveau de risque, tel niveau de subordonnée financière, de haut rendement, de crédit, investment grade, d'obligations d'État. On va piloter aussi et on utilise les dérivés pour ajuster ces expositions, pour ajuster la sensibilité au taux d'intérêt. Et donc, depuis le début de l'année, si on prend l'année de 2022, qui est une année quand même compliquée pour les actions, compliquée pour les obligations, puisque quand on possède un bloc obligataire et que les taux montent, automatiquement, ce bloc obligataire perd un peu. Ça veut dire que depuis le début de l'année, vous perdez un peu d'argent sur les obligations, vous perdez un peu d'argent sur les actions, vous en gagnez sur les produits dérivés et hier, avant-hier, vous êtes positif sur ce fonds Voilà, au 12 avril, la part R du fonds était en hausse de 0,22%. On va dire légèrement positive. Voilà, légèrement positive. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez perdu de l'argent sur les actions et perdu de l'argent sur les obligations et c'est la stratégie des dérivés qui a réussi à amener ça, ou est-ce que la stratégie action en elle-même, malgré un contexte extrêmement compliqué, a réussi à vous faire gagner un peu d'argent? Alors, sur les portefeuilles, après, on rentre dans ces questions de performance absolue et de performance relative. C'est-à-dire qu'on a pris la décision d'alléger les actions depuis au début janvier et depuis janvier, on est légèrement sous-exposé sur les actions. Donc, par rapport à notre indice, ce choix était pertinent. Par contre, comme on a toujours des actions et que les marchés ont baissé, ça a coûté en performance absolue. Mais pour vous donner une illustration, le fonds au 12 avril était en hausse de 0,22%. Son indice de référence, qui est un peu le benchmark à battre, était en baisse de 6,55%. Donc là encore, c'est votre capacité à réduire ou à augmenter des poches. Et j'ai encore une fois l'impression, donc peut-être que je me trompe, je ne veux pas insister, mais que c'est en tout cas, sur le premier trimestre, sur les 4 premiers mois de l'année 2022, c'est la stratégie dérivée qui a réussi à gagner tous ces points. Voilà, ce sont ces positions haussières sur les taux d'intérêt qui ont permis effectivement d'assurer cette performance. Oui. Est-ce que vous utilisez autant la stratégie dérivée sur les actions, c'est-à-dire quand vous dites, voilà, on va réduire notre poche action et en même temps, on va acheter des puts, donc alors, de manière générale, un put est un instrument où on parie à la baisse. Quand on achète un put, c'est qu'on pense que le marché va baisser. Ou alors, est-ce que ça, vous ne le faites pas trop dans ce fonds-là parce que ce n'est pas trop le but? Non, alors on n'utilise pas trop les couvertures optionnelles parce qu'on trouve que ça coûte beaucoup. On utilise plutôt des dérivés classiques type futur indiciel pour ajuster rapidement, pour pouvoir ajuster rapidement les expositions. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, on a un fonds, c'est un petit peu drôle à dire, mais un fonds qui a perdu un peu d'argent sur les actions, perdu un peu d'argent sur les obligations et grâce aux stratèges, à la stratégie, a réussi à gagner de l'argent. Donc si on se met du côté de l'épargnant, donc du côté d'un auditeur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un univers assez compliqué, puisque les actions perdaient de l'argent, les obligations perdaient de l'argent, un fonds qui en théorie ne comporte que les actions et les obligations a quand même réussi à en gagner un petit peu. Voilà, c'est toute la magie de la finance ou tout le machiavélisme de la finance, suivant de quel côté on veut le voir. Julien Pierre, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous dis peut-être pas à bientôt, mais en tout cas à l'année prochaine pour la saison 3 où vous reviendrez avec plaisir nous expliquer et nous faire tout ça. En tout cas, excellent week-end de Pâques. Au revoir. Également. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de Charles-Emmanuel Berthoud qui va nous présenter Club Funding. Bonsoir Charles-Emmanuel. Bonsoir Bernard. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, où on parlait de taux d'intérêt intéressants, de promoteurs. Bon, on jetait un petit peu ça sur des sujets. On va revenir. Donc, Club Funding, c'est une société, ça tout le monde le sait, c'est une société qui fait quoi? Alors, Club Funding, on a une société qui a été créée en 2014. On fait partie d'un groupe plus historique, il y a une trentaine d'années, qui est le groupe Profina. On a été créé en 2014 pour faire du crowdfunding immobilier.
Donc, crowdfunding immobilier, je ne sais pas si ça parle à tous nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir financer les fonds propres d'un promoteur ou d'un marchand de biens sur un besoin qu'il a sur un programme ou une acquisition particulière. Donc, c'est à destination de personnes physiques comme de personnes morales, hein, pour les investisseurs qui détiendraient des personnes morales. C'est à destination des investisseurs privés comme des professionnels. Et sur l'investissement lui-même, on va venir financer des obligations, hein, donc des obligations soit simples, soit convertibles chez Club Funding en fonction des projets, avec des garanties qui seront mises en place systématiquement sur ces obligations. Donc, il y a un panel de garanties qui est divers en fonction des projets pour financer des promoteurs immobiliers. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est leader sur le marché avec environ 700 millions d'euros financés chez Club Funding. Je vous arrête. 700 millions d'euros financés depuis 2014 ? Depuis 2014. On est en très grosse croissance, hein, puisque en 2020, on était à 120 millions d'euros financés. L'an passé, en 2021, on était à 307 millions financés. Pour cette année 2022, on pense finaliser autour des 500 millions. Voilà. Le marché, il a autant de profondeur que ça? Alors, il y a une grosse profondeur de marché. Nous, on représente 32% du marché. Après, le marché il suit un petit peu notre croissance également. Donc, en effet, le marché, on voit ce qui se fait aux États-Unis notamment, et puis même, pour revenir un petit peu plus proche de chez nous, en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc, c'est un marché qui a une grande profondeur. Il va y avoir des évolutions réglementaires en plus sur ce marché-là, puisqu'on a un agrément européen qui est en train d'être mis en place, qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher des projets. Et nous, on a déjà commencé à le faire un petit peu partout en Europe, également des investisseurs un petit peu partout en Europe. Donc, il y a une profondeur de marché qui est assez importante sur le crowdfunding immobilier. OK. Alors, si maintenant que la société a été présentée, donc la manière dont les choses se passent, donc il faut que ce soit un professionnel immobilier, donc un marchand de biens, un promoteur, il vient vous voir, il vous dit voilà, j'ai ce projet et j'ai besoin de temps. Et alors, comment va se passer le process? Comment ça se passe chez nous? Donc, chez Club Funding, il faut savoir qu'on finance environ 3% des projets qu'on analyse. Donc, c'est un petit peu comme dans une banque, hein. On va chercher déjà, Bernard, vous avez dit que les promoteurs venaient à nous, c'est un petit peu le contraire. C'est plutôt nous qui allons auprès des promoteurs pour voir s'ils ont des besoins de financement sur leur programme et pour leur proposer notre solution. Donc, comment ça se passe? Nous, on a des analystes qui vont analyser les dossiers, on va rencontrer les dirigeants, on va se déplacer sur le lieu des opérations. Et une fois que le dossier va avoir passé tous nos strates d'analyse en interne, on va faire valider ça à un comité des risques externe qui va revalider l'analyse qu'on a faite chez Club Funding avant qu'on présente ça à nos investisseurs derrière. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je vais juste revenir sur un chiffre que vous avez dit un peu vite, mais qui me paraît quand même assez bizarre. 3% vous financez? Oui, c'est un taux assez drastique de sélection, c'est vrai. Après, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, on en est assez fiers d'avoir ce bilan de plus de 600 opérations financées avec environ la moitié remboursée et aucun défaut. Donc oui, c'est le taux de sélection des dossiers est de 3%. Ouais. D'accord. Et ça ne vous fait pas un énorme travail en interne? Alors, combien il y a d'analystes chez vous? Combien il y a de personnes qui… Alors, au niveau des analyses, il y a une vingtaine de personnes qui sont à l'analyse des dossiers. Voilà, ils sont une vingtaine, mais c'est vrai qu'ils ont des sacrées journées à analyser tous ces dossiers. Après, il y a des dossiers qui très rapidement ne rentrent pas dans les caractéristiques, donc on va écarter assez rapidement sans rentrer vraiment dans l'analyse profonde. Alors, un exemple, qu'est-ce qui ne rentre pas systématiquement dans les caractéristiques ou en 5 minutes, vous dites non? Alors, un promoteur qui va avoir très peu d'expérience, qui ne va pas avoir un track record suffisant, où les structures ne sont pas montées correctement, où la réputation du promoteur, par exemple, n'est pas bonne. Bon, là, très rapidement, on va écarter le dossier sans prendre une grande attention au dossier. Un dossier qui va aller jusqu'au bout, et ben, ça va être un dossier, par exemple, si on prend la promotion, qui va avoir sa GFA, dont le taux de commercialisation est très avancé, dont les dirigeants ont une grande expérience, qui nous ont montré leur capacité à déboucler les opérations et sur lequel on va pouvoir aller chercher des garanties intéressantes pour nos investisseurs.
Alors, ce que j'ai vu chez vous en regardant passer vos projets, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup plus de marchands de biens que de promoteurs. En effet, chez Club Funding, on est plutôt à 75% de marchands de biens, un petit peu moins de programmes de promotion. On a en fait, c'est un réseau, hein, c'est un réseau assez important. Ça se fait beaucoup, ces dossiers, on va les chercher grâce à notre réseau. Et notre réseau est plus implanté sur le secteur des marchands de biens, en effet. Alors, quand on propose, nous, des opérations à nos clients, ou quand on en a parlé, puisqu'on en a parlé plusieurs fois à la radio, globalement, si on réfléchit et qu'on essaye de simplifier à outrance, une fois que, cette fois-ci, je me mets du côté de l'investisseur et pas du côté du marchand de biens, mais une fois que l'investisseur a mis de l'argent chez vous, pour que l'investisseur puisse récupérer son argent sans problème, il faut que le bien qu'il ait financé ou le projet sur lequel il a mis de l'argent soit correctement construit et correctement vendu. Et donc, si on a un problème ou sur la construction ou sur la vente, c'est là que pourraient arriver des problèmes, des non-remboursements. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on parlerait des garanties qui ont été données ou qui n'ont pas été données. Donc, si on se concentre sur le bien construire et le bien vendre, sur lequel des sujets vous avez le plus de préoccupations? Est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté est plutôt d'arriver à vendre et vous faites très attention au prix de sortie, aux choses comme ça? Ou est-ce que la difficulté est plutôt d'arriver à construire, à bien construire? Et là, c'est plutôt l'expérience qui doit parler. Après, on a des hausses de matières premières qui peuvent surprendre les gens. Alors, quel est pour vous le sujet le plus brûlant? Il va y avoir deux sujets différents. Il va y avoir le sujet, encore une fois, sur le promoteur immobilier, où lui, son objectif, ça va être et de bien construire et de bien vendre. Le marchand de biens, lui, il n'y a pas de construction. Il y a souvent plutôt un travail de l'actif avec une restructuration, peut-être des évictions de locataires. Et lui, son sujet va plutôt être de bien revendre, mais peut-être également de bien louer pour pouvoir revendre derrière. Donc, il y a deux sujets différents si on se passe du côté d'un promoteur ou si on se passe du côté d'un marchand de biens. Ce n'est pas le même travail qui est effectué sur les actifs sous-jacents. Alors, après, ce que j'ai vu aussi, ce qui des fois est un petit peu amusant, c'est la taille des opérations. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, pas sur votre contrôle, mais j'ai l'impression que les opérations que j'ai vues passer chez vous, ça va de 120 000 à 20 millions. 120 000 euros à 20 millions d'euros. Alors, pas exactement. Pour être tout à fait précis, Bernard, nous, on a un agrément, donc on est conseiller en investissement participatif, hein, on est CIP. Cet agrément nous permet de faire des émissions obligataires qui vont jusqu'à 8 millions d'euros. Après, il y a d'autres dossiers un petit peu plus importants, mais qui sont structurés différemment et qui ne sont pas via le crowdfunding immobilier, pour être vraiment précis. Alors, OK, donc on va remettre ça de 120 000 à 8 millions d'euros. Tout à fait. Est-ce que les opérations plus petites sont moins risquées par nature que les opérations plus grandes, ou est-ce que vous diriez non, pas du tout? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'une opération plus petite, ce n'est pas le montant financé qu'importe sur le niveau de risque. On le voit maintenant, on arrive à financer des opérations donc avec des volumes plus importants. Et pourquoi elles comporteraient moins de risques? Parce que l'opérateur derrière va être un opérateur plus important. C'est des dossiers qu'on n'avait pas à notre création, qu'on arrive maintenant à sourcer avec on le voit, on arrive à prendre des garanties qui sont, par exemple, une fiducie sûreté qui est une garantie extrêmement importante qu'on arrive à prendre sur ces opérateurs. C'est des garanties qui coûtent cher à mettre en place, qu'on ne pourrait pas mettre en place sur un petit dossier parce que ça coûterait trop cher par rapport au montant qui est levé. Donc, on voit qu'on arrive à financer de plus gros opérateurs, donc de plus gros montants, et pas forcément un niveau de risque plus faible, mais plutôt un niveau de risque, enfin si, justement, un niveau de risque plus faible sur ces gros opérateurs qu'on l'aurait sur une petite opération. D'accord. Alors, bon, vous nous avez dit que depuis 2014, aucun défaut. Bon, probablement, on en a parlé un petit peu avant l'émission, des petits problèmes, des choses auxquelles il a fallu résoudre, des retards, des choses comme ça. Donc, tout à fait. Là, on va envie de dire les soucis habituels du métier, mais en tout cas, aucun investisseur qui est venu à travers vous financer un projet a perdu son capital, c'est ça? Exactement, exactement. Est-ce que certains ont dû accepter des baisses d'intérêt ou des intérêts minorés par rapport au projet d'origine pour que l'affaire se termine bien? Ou alors on peut dire qu'il n'y a pas de perte en capital et pas de perte dans les promesses d'intérêt non plus? Alors, il n'y a pas de perte dans les promesses d'intérêt non plus. La seule chose qu'on a fait, c'est au moment du Covid, on a reporté, parce qu'il faut savoir que la particularité chez Club Funding, c'est que les promoteurs et les marchands de biens payent à nos investisseurs des intérêts tous les mois.
Donc, tous les mois, des intérêts sont versés sur le compte de l'investisseur. Et ce que je disais, il y a eu pendant la période de Covid, où on a pris une mesure un petit peu exceptionnelle face à l'arrêt des chantiers notamment. On a permis aux promoteurs et aux marchands de biens de ne pas payer les intérêts pendant 2 mois, mais de les reporter à l'échéance du projet et de payer ces intérêts de façon in fine. Donc, il y a eu un décalage dans le paiement, c'est vrai, mais en tout cas, ces intérêts ont été versés ou le seront in fine. D'accord. Alors, si on passe un peu maintenant, j'ai envie de dire, allez, les démons de l'année à venir ou les démons des 2 années à venir. Alors, moi, ce que j'ai identifié, c'est, bon, d'abord, vous n'êtes pas seul sur le marché, il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de concurrents, j'ai envie de dire, entre guillemets, historiques qui existent depuis 2015, 2016. Et puis, il y a beaucoup de, comme c'est un marché de croissance, un marché en hausse, il y a aussi beaucoup de nouveaux entrants qui se font à ce jeu-là. Comme la taille du marché augmente, on va avoir, enfin en finance, on sait que quand la taille d'un marché augmente, automatiquement la qualité baisse. Donc, on va avoir une baisse de qualité moyenne. Comment est-ce que vous allez lutter pour éviter cette baisse de qualité ou pour… Alors, plusieurs choses, Bernard, là-dessus. Déjà, chez Club Funding, on s'est structuré, on a fait pas mal de recrutements. Nos effectifs, en effet, ont augmenté puisqu'on a plus de dossiers aujourd'hui analysés qu'on avait par le passé. Et on l'a dit précédemment, sur la baisse de qualité, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette analyse parce que, en fait, on arrive à toucher des entreprises qui, auparavant, n'avaient pas d'intérêt pour le crowdfunding immobilier parce que le crowdfunding immobilier ne permettait pas des levées assez importantes. Et donc, la qualité, on ne va pas forcément faire plus de dossiers, mais peut-être des dossiers un petit peu plus gros sur des sociétés qui ont plus de besoins, mais avec une qualité qui va rester identique parce que, comme je disais, c'est des sociétés qui sont établies sur le marché et sur lesquelles on peut aller chercher des garanties plus importantes. Alors, après, si on parle du marché immobilier, puisque bon, le sous-jacent, c'est quand même le marché immobilier, depuis votre création, donc depuis 2014, et d'ailleurs depuis bien avant, on a quand même un marché plutôt haussier. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes un petit peu comme un coureur cycliste, mais vous avez le vent dans le dos. Et c'est aussi peut-être une des raisons qui fait que les choses se passent exceptionnellement bien, puisque dans un marché de la dette, avoir 0 défaut, c'est exceptionnellement bien. Ça, je préfère le dire aux auditeurs, je ne sais pas si vous allez partager mon avis, Oui, et le défaut est quelque chose de normal dans un marché de dette. Après, on ne doit pas en avoir trop, et c'est pour ça qu'on parle d'un taux brut et d'un taux net, et on pourrait dire le taux brut est à 9,80, le taux net est à 7,70 ou à 8,10, et ainsi de suite. Là, on est un peu dans l'exceptionnel, on n'a pas de défaut, donc on a un taux brut qui est égal au taux net. C'est très bien, bravo, bravo, félicitations, et je pense que tous vos clients ne peuvent que s'en réjouir. Mais quid si jamais on sent un marché, cette fois-ci, qui n'est plus un marché haussier, donc un marché immobilier qui viendrait à baisser. Là, on a la hausse des taux. La hausse des taux, elle peut influencer sur les valeurs locatives, sur les rendements. Donc ça, c'est des sujets pour les marchands de biens parisiens qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que le moindre écart de taux va faire bouger la valeur du bien. Donc, comment est-ce que vous surveillez ces indicateurs ? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt en cas d'un retournement de marché brutal ? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans vos analyses en vous disant, voilà, boum, dans 2 ans, le marché, il est à -5, -7, -8%? Alors, en effet, hein, Bernard, ce qui se passe, c'est que nous, on fait tourner des crash cases avec plusieurs scénarios, notamment ce qu'on va regarder sur les opérations, c'est avec le niveau de marge que dégage chacune des opérations et le niveau de marge que dégagerait chacune des opérations s'il y avait plusieurs événements, s'il y avait un retournement de marché. On a eu une première alerte avec la crise Covid qui a quand même impacté pas mal les marchés, où nous, on s'en est sorti avec brio sur l'ensemble de nos opérations. Néanmoins, on reste vigilant. On sait qu'il y a pour les promoteurs la hausse du prix des matières premières, qui est un facteur à surveiller. On en a largement parlé ici, la hausse des taux et également l'inflation qui pourrait jouer. Donc ça, c'est des critères qui sont pris en compte lorsqu'on analyse un dossier et pris en compte avant qu'on le propose à nos investisseurs. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Donc là aussi, c'était un peu dense. Donc le podcast sera disponible dans quelques jours et vous pourrez réécouter. En tout cas, c'est quelque chose que nous, on met énormément en avant au cabinet. C'est devenu… on
on a fait partie des premiers cabinets à aller dans ce sens-là depuis la fin de 2016. Et c'est maintenant quelque chose qui représente une vraie classe d'actifs avec ces très bons résultats dont vous faites état. Vos confrères n'ont pas des résultats aussi exceptionnels, mais ils sont presque à 100% aussi, puisque le taux de défaut du marché est extrêmement faible. Voilà. Ben, écoutez, j'espère qu'on vous reverra bientôt. En tout cas, si vous avez des nouvelles, des projets, des choses à nous raconter, n'hésitez pas à venir. Vous serez le bienvenu. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt. Bonsoir. C'est maintenant au tour de Laurent Guater. Donc, Laurent Guater qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Laurent. Il faut activer votre micro, Laurent. Donc, vous avez quelque part, là, on ne vous entend pas, donc quelque part à droite. Voilà, bon, ça y est, voilà. Alors, Laurent, conseiller consulaire au Portugal, est venu pour qu'on puisse faire un petit point ensemble sur les deux derniers candidats qui nous restent en liste. Donc, le président actuel, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passerait sur un plan patrimonial après l'élection de l'un ou l'autre, puisque une chose est sûre, c'est qu'un des deux sera élu, pas dimanche prochain, mais le 24 avril. Et d'ailleurs, là, en même temps que je vous dis ça, j'ai un peu hésité, et on m'a senti hésitant, parce que je me suis dit, je vais vous poser la question, si un des deux devait décéder entre-temps, qu'est-ce qui se passe? On refait un premier tour? Alors, automatiquement, si un des deux devait décider, effectivement, l'élection ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de suppléant. On n'a pas un régime de vice-président comme aux États-Unis. Donc, effectivement, si on ne peut pas investir le président ou la présidente élue, en théorie, il faut faire une élection. Je ne connais pas la question du droit, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Il y aurait une nouvelle élection. De toute façon, les Français n'accepteraient pas. Les Français n'accepteraient pas, bien entendu, une élection par forfait. Ce serait pas une solution intéressante. Et puis, n'oublions pas aussi que juste après l'élection présidentielle, il y a une élection législative. Que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ils auront tous les deux besoin d'une majorité à l'Assemblée pour mettre en place des programmes sur lesquels ils ont proposé d'être élus. On pourrait rentrer finalement en moins de 2 mois dans une espèce de cohabitation dans lesquelles le candidat qui sortirait de la présidentielle devrait modifier ses projets de manière considérable en fonction de la majorité qu'il ou elle arrivera à construire à l'Assemblée nationale. Donc ça c'est assez intéressant. On n'a pas cette expérience en France, puisque jusqu'à présent, sous la Ve République, on a toujours eu des majorités, en tout cas depuis, surtout qu'on est en quinquennat, on a eu des majorités qui ont reproduit la majorité présidentielle, l'élection présidentielle. On n'est pas forcément certain que cette fois-ci, ce même phénomène va se produire automatiquement. OK. Alors, sur un plan patrimonial, qu'est-ce que vous voyez ou est-ce que vous avez vu des choses intéressantes ou vraiment… Alors, c'est intéressant parce que les projets sont quand même assez distants. Je te remercie, Bernard, en fait, de me faire parler là-dessus puisque ça m'a permis d'aller analyser un petit peu en détail sur ce plan-là spécifiquement les projets des deux candidats en question. Alors, je vais vous parler, sur le plan patrimonial, je vais vous parler des impôts, je vais vous parler des successions et je vais vous parler après d'autres éléments qui sont liés à ça. Je dirais qu'il y a un aspect important impôt et un aspect important succession. Alors, en ce qui concerne les impôts, je dirais la grande nouveauté avec Marine Le Pen, ce serait le retour d'un impôt sur la fortune financière. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'Emmanuel Macron a remplacé l'ISF, qui intégrait donc les avoirs financiers, par un impôt exclusivement, je dirais, sur la fortune immobilière. Marine Le Pen propose de réintégrer les biens mobiliers dans ce calcul-là, en retirant la résidence principale. Donc en fait, on a un changement. On a un impôt sur la fortune, si vous voulez, mais restructuré de manière différente. Pour Emmanuel Macron, comme on le sait, c'est un impôt qui est surtout fondé sur l'immobilier. Pour Marine Le Pen, on réintègre les avoirs mobiliers
mais on retire la résidence principale. Donc ça a des conséquences assez intéressantes sur le plan de la construction patrimoniale entre les deux propositions. Alors là, l'autre aspect… je vous arrête, Laurent. Donc là, pour que nos auditeurs comprennent bien, ce qui se passerait avec une loi comme ça, donc on va imaginer Emmanuel Macron, statu quo, c'est lui qui a mis l'IFI, il ne change rien sur l'IFI, donc ceux qui payent, ceux qui ne payent pas. Si c'est Marine Le Pen, une grande partie, même une énorme partie des gens qui payent l'IFI aujourd'hui ne le paieraient plus en retirant la résidence principale quand on connaît le poids de la résidence principale dans l'IFI. Et une autre grande partie, entre guillemets, de gens plus dynamiques, plus actifs sur les marchés, peut-être plus jeunes et possédant de l'argent et beaucoup de crédits sur la résidence principale, enfin sur l'immobilier et des choses comme ça, rentreraient à nouveau dans l'IFI, ainsi que certaines personnes un peu plus âgées qui peuvent avoir des gros contrats d'assurance vie et sur lesquels ils attendent tout simplement de décéder pour que ces contrats soient transmis aux générations futures. Donc là, on a un vrai changement de catégorie. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, peut-être à relativiser, parce que ce n'est pas l'impôt qui frappe le plus les Français, ce n'est pas l'impôt le plus compliqué à payer, ce n'est pas l'impôt le plus élevé non plus. Donc, il y a un changement de paradigme, un changement de vision, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi important que ça sur le porte-monnaie à la fin. Je suis d'accord, mais c'est un des grands éléments, quand on parle de questions patrimoniales, c'est un des grands éléments de différenciation entre les deux propositions des candidats. Alors, sur l'impôt proprement dit, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus des particuliers, Emmanuel Macron propose ou promet de baisser de 15 milliards par an l'imposition qui existe, dont la moitié correspondrait aux ménages, on parle de 7 milliards sur les ménages, et la moitié correspondrait aux entreprises. Donc, il y aurait une volonté de réduire l'impôt direct, on va dire comme ça, entre les ménages et les particuliers d'une manière équivalente. Marine Le Pen n'a pas, à ce que j'ai vu, un discours par rapport à l'impôt. Donc, il n'y a pas effectivement des engagements de réduction des impôts qui soient précis, tels que moi, j'ai pu effectivement aborder les programmes. Après, c'est un petit peu logique parce que d'un côté, je vous interromps encore une fois, excusez-moi, Emmanuel Macron veut augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc, augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est récupérer des ressources. C'est-à-dire que si les gens travaillent plus longtemps et partent en retraite plus tard, bah, automatiquement, ils cotisent plus et ils touchent moins. Donc, on récupère des ressources immédiates pour la partie de ceux où on repousse le départ et des ressources à terme pour la partie de ceux qui décéderont en ayant perçu moins de retraite que ce qu'ils auraient pu percevoir. Marine Le Pen propose un petit peu le contraire. Elle veut plutôt laisser partir les gens à la retraite un peu plus tôt en moyenne. Bon, il y a un petit peu de… Mais en gros, en principe, elle maintiendrait les 62 ans, qui est aujourd'hui la règle. Et on a quand même compris depuis 2-3 jours qu'Emmanuel Macron n'est pas très ferme sur les 65, puisqu'il a déjà changé son discours. Ouais, alors, Marine Le Pen, ça veut dire qu'avec Emmanuel Macron, bon, le discours change, mais en réalité, ce qu'il est en train de dire aux gens, sans vraiment leur dire, c'est que c'est 64 pour le moment et 65 un petit peu plus tard, quand tout le monde aura oublié que j'avais dit 64. Et de toute façon, en politique, rien n'est éternel. Oui, alors Marine Le Pen a quand même deux propositions en ce qui concerne les impôts, l'impôt sur le revenu. Premièrement, elle promet aux jeunes de moins de 30 ans qu'ils ne paieront pas d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est quand même une proposition qui est assez importante pour les jeunes de moins de 30 ans. Et elle considère qu'à partir du premier enfant, on a une pleine part. Donc, elle veut modifier un petit peu quand même la manière dont on calcule l'impôt sur le revenu pour une partie de notre population. Les moins de 30 ans ne paieraient pas d'impôt et une pleine part dès le premier enfant. Donc ça, ce sont quand même des modifications qui sont assez intéressantes. Alors, deux choses. D'abord, sur les moins de 30 ans qui ne paieraient pas d'impôt, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir 65 ou 70% des moins de 30 ans qui ne payent pas d'impôt,
puisqu'on a à peu près 56% des Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, je parle, qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, en sachant que par définition, les jeunes sont en début de carrière et pour l'immense majorité gagnent moins quand ils sont jeunes qu'une fois qu'ils dépassent 35-40 ans. Donc voilà, donc ça c'est une mesure qui est aussi à relativiser. Et après, ceux qui payent des impôts, ils en payent assez peu. Donc c'est une mesure qui peut être intéressante. Je sais que Marine Le Pen, on lui reproche beaucoup de ne pas avoir chiffré ces mesures. Je ne sais pas combien coûterait cette mesure. Et après, donc on va la laisser de côté. Et après, l'autre mesure, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurent? Vous êtes sensible au sujet. Je pense qu'on a une part des premiers enfants. Je pense qu'on a un problème de natalité en France. On a un problème du coût pour une famille d'avoir effectivement un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Comme tu le sais, Bernard, moi je suis beaucoup centré sur les problématiques des Français à l'étranger. Et par exemple, je ne trouve pas normal qu'on calcule des bourses en fonction d'un plafond immobilier qui ne prend pas en compte le nombre de personnes qu'il y a dans une famille. Je ne trouve pas que ce soit juste. Donc, je pense qu'effectivement, il est important de modifier la manière dont on fait rentrer dans tous les calculs le coût objectif qu'on a à avoir 1, 2, 3, voire plus d'enfants. Okay, donc ça me semble effectivement quelque chose qui est important et qui était bien, qui est tout à fait bienvenu. Sur les moins de 30 ans, je suis d'accord avec toi. Je pense que effectivement, ça correspond à une frange de la population assez faible, les gens qui effectivement payent des impôts sur revenus importants à moins de 30 ans. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Et on a un problème aujourd'hui qui est que nos jeunes les mieux formés ont souvent tendance à partir à l'étranger. On en voit beaucoup ici au Portugal où je suis. On voit énormément de jeunes très bien formés qui partent à l'étranger, qui ont moins de 30 ans et qui ont déjà le revenu important. Et parfois, ils expliquent que ce sont déjà des motivations fiscales. Donc, je pense que ça peut aussi nous permettre de conserver plus de nos jeunes les plus actifs, les mieux formés, pour effectivement leur donner finalement une motivation supplémentaire de rester entreprendre en France et de se lancer d'une manière active dans leurs premières années, ce qui est important parce que c'est là qu'on prend le rythme aussi. Donc ça me semble intéressant. Alors Emmanuel Macron parle de règles différentes sur le concubinage. Donc en gros, on sait qu'il y a un certain nombre d'avantages qui sont donnés aux couples mariés et aux couples pacsés, qui n'existent pas forcément sur le plan fiscal pour les concubins. Et donc Emmanuel Macron parle effectivement d'intégrer ces règles-là pour les concubins. Okay, donc il va y avoir un petit peu cette modification. Donc en fait, chacun essaye de travailler l'assiette de l'impôt d'une manière un petit peu différente en fonction de sa vision de la société. C'est pas un peu too much, là, Emmanuel Macron, avec le concubinage? Donc, déjà, si les gens ils veulent vivre ensemble, bon, ils ont la possibilité de se marier, ils ont la possibilité de faire un PACS, qui est maintenant très, très large. Et alors, après, on va leur demander quoi? On va leur dire, si vous voulez vivre ensemble sans vivre ensemble, vous pouvez aussi vivre ensemble ou fiscalement vivre ensemble ou Oui, c'est ce qui me dérange, Bernard. Tu connais mes opinions. C'est ce qui me dérange avec ces histoires de l'en même temps, c'est-à-dire à trop vouloir embrasser, il y a trop vouloir donner le sentiment qu'on prend tout sur le même plan d'égalité, on finit par se perdre. Et on sait très bien qu'après, notre administration n'est pas douée à gérer les zones grises. Donc, je pense qu'effectivement, ce genre de promesses ne sont pas des promesses réalistes. Dans la pratique, l'administration exigera des preuves de concubinage et on se retrouvera finalement assez proche de ce qui est un PACS aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, parce que pour l'ancien ISF et maintenant l'IFI, il y a le concubinage notoire, enfin voilà, et il y a pas mal de procès là-dessus. Alors là, une réflexion, vous allez me donner votre avis. Est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer dans la modernité et dire, OK, un couple, c'est un couple et c'est très beau, une famille, c'est une famille et c'est très beau, mais fiscalement, on va s'attacher à l'individu et on va fiscaliser chaque individu qui a des revenus. On trouvera techniquement comment on rattache les enfants et dire, voilà, un homme, il a un revenu, une femme, elle a un revenu, maintenant, il y en a même qui sont, enfin, un autre, il a un revenu aussi, et puis on dira… on calculera comme ça notre impôt.
Alors, le problème, c'est comment on reprend en compte, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, comment on reprend en compte le fait qu'on souhaite que les familles soient plus nombreuses et qu'il y ait de plus. Il y a une façon de le prendre en compte. Déjà, on a les allocations Comment familiales. on le fait? On Est-ce peut qu'on donne à aider. chaque parent Est-ce qu'on donne à chaque parent les parts individuellement? Comment on gère cette réalité-là? Je pense qu'effectivement, il y a un vrai thème autour de cela dans la manière dont on prend en compte fiscalement les différentes familles modernes recomposées qui peuvent exister. Je pense qu'effectivement, il y a un Mais là, thème. ce serait plutôt même pas fiscalement, ce serait plutôt philosophiquement. Après, il faudrait l'adapter fiscalement. Mais philosophiquement, dire que voilà, on est tous citoyens, on est tous égaux devant l'impôt, on doit tous concourir à la hauteur de nos moyens, et c'est plus un acte familial, c'est un acte individuel à partir du moment où on est majeur. Voilà. Et je pense qu'effectivement, le programme au financement de l'économie et au financement des besoins du pays. Bon, je pense qu'effectivement, le programme d'Emmanuel Macron va plus dans ce sens-là. Le programme de Marine Le Pen, tel que je le vois, et je le vois sur d'autres domaines, est plus un programme de la famille dans sa vision plus traditionnelle, je dirais. Okay, je pense que c'est une des différences qu'il y a. Elle existe sur le plan patrimonial, mais elle existe surtout sur d'autres thèmes du programme des uns et des autres, sur lesquels on n'a pas aujourd'hui l'occasion d'échanger autant. Alors, il y a des points également sur les successions, okay, qui sont quand même très intéressantes. Donc, effectivement, Emmanuel Macron propose un peu d'augmenter l'exonération sur les impôts de succession, de relever un petit peu. Enfin, on reste quand même plus ou moins sur les 100 000 euros et plus ou moins sur les 15 ans, comment dirais-je, de renouvellement. Marine Le Pen propose de traiter de la même manière les grands-parents et les parents. C'est-à-dire, en fait, Marine Le Pen propose que la manière dont on va gérer les successions entre grands-parents et petits-enfants se traite à peu près selon les mêmes règles que la succession actuelle entre parents et enfants. Donc l'idée, effectivement, c'est d'augmenter les exonérations totales sur le système des successions. Et puis un autre aspect qui est très important, c'est d'exclure 300 000 euros d'immobilier dans la logique des successions. Donc, il y a une volonté plus forte de transmission de patrimoine dans le programme de Marine Le Pen par rapport au programme d'Emmanuel Macron qui, sur ce point, est en gros de maintenir les règles actuelles des successions. Alors, ce que j'ai entendu, moi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai un peu lu pour Emmanuel Macron, c'est que lui réfléchit aussi à étendre, mais plutôt à étendre entre oncles, neveux, entre frères et sœurs, pour ces couples aujourd'hui où il n'y a pas d'enfants, pas d'héritiers, qui sont de plus en plus nombreux. Et donc, quand on n'a pas d'enfants, on puisse donner un neveu ou une nièce avec des franchises. Quand on décède et qu'on n'a pas d'enfants, et qu'on puisse donner à son frère ou sa sœur qui a besoin. Et que lui serait plutôt à réfléchir de ce côté-là. Et là, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est plutôt deux visions personnelles qui s'affrontent. Marine Le Pen, c'est une mère, elle a un père, elle a des enfants qui commencent à grandir, qui ont eux aussi un grand-père, et elle voit ça un petit peu dans son propre prisme, dans sa propre famille. Et c'est vrai que des fois, aujourd'hui, j'ai envie de dire, grâce à Dieu, les gens vivent très longtemps. On peut avoir 65, 66, 70 ans, avoir encore son père ou sa mère, être déjà très préoccupé par des questions de succession et se dire, oh là là, maintenant que mon père va décéder dans quelques années parce qu'il a 97 ou 98 ans, je vais encore toucher une somme d'argent alors que je suis en train de donner. J'aimerais bien que mes enfants la prennent direct. Et eux, au moins, ils ont des besoins, ils veulent acheter une maison, ils veulent dépenser, ils veulent voyager, qu'ils prennent cet argent et qu'ils en profitent. C'est l'argent de la famille, en réalité. Oui, tout à fait. À nouveau, ce sont les deux conceptions de la famille, conception plus traditionnelle ou une conception différente. Ce sont vraiment ces deux conceptions qui s'affrontent in fine hein, dans ces deux conceptions d'une France, d'une France pour les 5 ans qui viennent. Ça, je pense que c'est clair. On en reparle d'ailleurs quand on parle d'immobilier, puisqu'il y a aussi dans le programme de Marine Le Pen et dans le programme d'Emmanuel Macron des conceptions différentes de la manière dont on doit traiter les locataires et les loyers
d'un côté Emmanuel Macron avec une notion de caution publique sur les locataires, et de l'autre côté, pour Marine Le Pen, une question de fonds de garantie des loyers. Donc finalement, la finalité est un petit peu la même, c'est-à-dire de donner aux locataires et aux propriétaires plus de confiance sur les revenus immobiliers. Mais en fait, elle est construite d'une manière différente. Une caution publique, c'est une chose, un fonds de garantie des loyers, c'en est une autre. On retrouve bien à nouveau sur ce plan-là cette différence. Un autre aspect qui est intéressant. Là, je suis toujours un peu en colère quand j'entends ce sujet, parce que ce sujet-là, je pense qu'il est vraiment traité du mauvais côté. D'abord, les loyers en France sont payés à plus de 97%. Donc, ça veut dire que les gens qui louent, entre guillemets, il y a 9,7 chances sur 10 pour que ce soit des gens honnêtes et qui payent leur loyer. Alors, des fois, il y a des petits incidents, un peu de retard, un peu de choses comme ça, mais j'ai envie de dire rien de très méchant et rien de grave. Ce qui est dramatique, c'est que les 3% qui ne payent pas, les 3% qui ne payent pas font rentrer les propriétaires dans des situations qui peuvent être dramatiques. Et là, on a un problème de loi, d'application de la loi, où on a un État qui n'est pas suffisamment fort pour deux choses, puisque globalement, sur les 3% qui ne payent pas, on a deux cas de figure. On a les malhonnêtes qui ne veulent pas payer et qui savent qu'ils en ont pour 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'être manu militari mis dehors. Et on a les gens qui, pour des causes de revers de la vie, n'ont plus les moyens de payer. Là, c'est vraiment à l'État de s'en occuper. D'un côté, on a des gens qu'on doit secourir, de l'autre côté, on a des gens qu'on doit secouer. Mais c'est vraiment, de mon point de vue, un des rôles de l'État, sauf si on veut que les gens règlent leurs affaires personnellement à l'ancienne et qu'ils aillent avec des bâtons secouer ce qui doit être secoué. On est bien d'accord. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on a une énorme lenteur, pour ne pas dire plus, du système juridique qui existe pour effectivement protéger les droits des propriétaires. Et souvent, les propriétaires ont le sentiment que les droits des locataires sont beaucoup plus protégés par la loi que les droits des propriétaires. Donc, quand ils tombent dans ce piège du loyer impayé, ça devient un enfer. Et en réalité, pourquoi est-ce que c'est un vrai thème de société. C'est un vrai thème de société sur lequel je pense que la préoccupation qu'on a et le fait qu'on se retrouve avec l'alternative qui nous est proposée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, une partie de notre société n'écoute pas l'autre. Et donc, on a effectivement un radicalisme qui monte et qui est évidemment problématique, mais qui est de l'autre côté devenu de plus en plus légitime par le fait qu'une trop grande partie de la société n'écoute pas la réalité des problèmes que beaucoup de gens finalement arrivent à vivre. Alors, il va être maintenant temps de clôturer notre émission parce que là, on a déjà pris un petit peu de retard. Donc, juste 1 minute, s'il y a encore un sujet à dire. Oui, le dernier point, en fait, c'est le point. Alors, redevance télé, tout le monde est d'accord pour la supprimer. Et puis, Marine Le Pen va plus loin avec une privatisation finalement de l'audiovisuel. Elle veut aussi privatiser les autoroutes. Donc, ça peut être effectivement des phénomènes de différence. Et puis, il y a un phénomène sur la TVA. Marine Le Pen veut effectivement réduire à 5% la TVA sur l'énergie et veut même avoir une TVA à 0% pour une centaine de produits de première nécessité, notamment alimentaires et d'hygiène. Donc, c'est aussi effectivement des éléments de différenciation qui sont importants. Et voilà un petit peu ce que j'avais retenu des grandes lignes sur le plan patrimonial qui pouvaient effectivement différencier les deux hommes divers. Alors, ce qu'on peut mettre comme conclusion, c'est que de toute façon, ni pour l'un ni pour l'autre, ce sera le grand soir. Il y a des petits aménagements qui vont bouger, mais on n'aura pas de révolution patrimoniale, ni avec Marine Le Pen, ni avec Macron. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'avec Macron, évidemment, on n'aura pas de révolution, parce qu'on aura une continuité de ce qui s'est fait fondamentalement sur les 5 dernières années. Avec Marine Le Pen, effectivement, et surtout si elle avait une majorité pour changer de politique économique, on aurait sur énormément de domaines en France. On se concentre vraiment sur le patrimoine. On se concentre vraiment sur le patrimoine. En se concentrant vraiment sur l'économie, oui, ça changerait. L'économie et l'Europe, alors là, ce serait le grand soir. Mais peut-être même le dernier soir. Mais sur le reste, sur le patrimoine, pour l'instant, il n'y a pas des vraiment grandes nouvelles qui ont été avancées. Donc, pendant qu'on parlait, on a vérifié en régie. Donc, si jamais un des deux décède, ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas à aucun des deux, on recommence depuis le début et on repart pour 2 tours.
Voilà. C'est ça, c'est logique en tout cas. Mais parfois, la logique et l'administration sont des choses différentes. Voilà. Donc, il est maintenant temps de nous séparer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Laurent. Et à très bientôt. Vous savez que vous êtes le bienvenu sur nos ondes et vous revenez quand vous voulez. Au revoir à tous. Bon week-end. Au revoir. La French Radio. Portugal.